Bonjour à tous et bienvenue dans 3S Musique, l'émission musicale de l'Institut international de l'image et du son. Au programme, nous parlerons jazz avec Julia Richard. Elle nous parlera également de Didier Lockwood et de 3 autres artistes qui l'inspirent. Puis nous accueillerons Caroline Bio et son batteur Chris en fin d'émission. Ils seront en première partie de Pomme le 10 mars prochain à l'usine à Chapeau à Rambouillet. Mais tout de suite, nous accueillons donc Clément, batteur du sound system Tech Dateco. Bonjour Clément. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est quoi un sound system? Est-ce que tu peux nous expliquer Alors un sound system, c'est un groupe de plusieurs personnes donc, qui organisent des free parties, donc, qui, du début jusqu'à la fin. Donc, de trouver un lieu, d'acheter le matériel qu'il faut, et voilà, donc s'occuper de l'infoline pour que les gens puissent trouver la fête. De l'infoline, c'est-à-dire L'infoline, c'est un message donc, qu'on envoie aux amateurs pour qu'ils puissent trouver. Donc dessus, ils vont trouver un numéro avec un code qui leur serviront à pouvoir trouver l'endroit de la fête. C'est la communication de l'événement. Voilà, en fait. c'est la communication et tout se fait par connaissance et enfin c'est que du bouche à oreille. Et ça vient d'où en fait les sound systems de base? Alors donc, les sound systems, donc c'est ceux qui organisent les teufs et les teufs viennent d'Angleterre en fait. Donc ça a apparu dans les années 80 et donc c'est le sound system Spiral Tribe qui a vraiment commencé à développer ça. Et qui sont venus ensuite en France et qui ont tourné un peu partout en Europe et qui ont fait commencer ce mouvement. Et justement, donc, où est-ce qu'on trouve des sound systems? Il y en a c'est qu'en France et en Angleterre ou Non, alors des sound systems, il y en a beaucoup en Europe, généralement en Europe. Après, donc tout ce qui est Amérique, tout ça, c'est pas développé. Je suis pas sûr qu'il y en ait, mais ouais, c'est beaucoup. Dans toute l'Europe, il y en a, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est légal de... Alors, il y a deux parties. Donc il y a une partie qui peut être légale, parce qu'en fait le gouvernement demande beaucoup beaucoup de restrictions qui peuvent nous empêcher de faire. Donc en fait il faudrait qu'ils nous fournissent des terrains, sauf qu'on n'a pas forcément le droit, enfin il n'y a pas forcément accès, et du coup ce qui nous pousse à nous mettre un peu dans l'illégal, oui. Est-ce que tu as déjà été saisi par des gendarmes, la police, peut-être qui débarquent? Alors non, moi j'ai eu la chance de jamais être saisi, jamais eu à avoir de problème avec ça. Après, il y a beaucoup des amis à moi qui ont des sound systems qui se sont fait saisir il y a pas très longtemps. Donc voilà, donc ça peut se passer très bien avec les gendarmes ou les policiers, comme ça peut se passer très très mal. Oui. D'accord. Et du coup, toi, tu fais quel genre de musique dans tes sound systems, enfin dans ton sound system? Alors, ça dépend des soirées. Nous, je sais que dans notre sound system, on est beaucoup dans la musique hardcore, acidcore, tout ça. Après, on essaye quand même de varier, parce qu'on sait bien que ça plaît pas forcément à tout le monde, notre style de musique. Donc on essaye de mettre un peu de trance, un petit trance, voilà, un peu de tout. Mais non, en général, les sound systems essaient de varier beaucoup leur style de musique pour que ça soit accessible à tous. D'accord. Donc, après, ça va être essentiellement de la musique techno. Donc je vous propose de regarder tout de suite quelques images que Clément a tournées. Et qui sont les personnes en fait qu'on retrouve en rave? Comment c'est un peu l'ambiance, l'énergie qu'il y a dans ces soirées? Alors, les personnes qu'on retrouve là-bas, c'est ça que j'aime en fait dans ce mouvement, c'est qu'il y a tout le monde en fait. Il y a vraiment de tous les âges, il y a de tous les milieux, il y a tous les styles, vraiment tout. Ouais, il y a tout le monde. Tout le monde peut venir, c'est accessible à tout le monde et c'est généralement des gens très ouverts. Donc on vient comme on a envie d'être et voilà.
c'est vraiment ça que j'aime. Tu es assez jeune, tu as 19 ans. Oui. Et donc, en fait, comment est-ce que tu fais pour cumuler du coup cette œuvre? J'imagine que c'est quand même un gros travail d'organisation. Oui. Et en plus, tes études, est-ce que du coup tu compartimentes à fond? Est-ce que... Alors, on essaie de prévoir quand même assez à l'avance, car nous, dans notre système, on est 3. On est tous les 3 en études, donc on n'est pas à plein temps, donc on prévoit assez à l'avance pour prendre bien le temps de tout prévoir. Mais oui, non, j'arrive quand même à gérer les deux. Et vu que c'est quand même des milieux assez, comment dire, disons qu'on va retrouver pas mal de drogue, etc. Est-ce que vis-à-vis de tes parents, ça a jamais posé de problème? Alors, j'aimerais juste revenir sur ta question. En fait, je trouve pas qu'il y ait forcément plus de drogue qu'ailleurs. C'est juste que justement là-bas, ça va être, puisque tout le monde s'en fiche de comment on est, ça va moins être caché. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup la réputation, certes, qu'il y ait beaucoup de drogue, tout le monde sait que des junkies. Non, pas du tout, c'est juste que c'est plus ouvert et du coup les gens se cachent moins. Mais non, mes parents, ils ont réussi, je leur ai bien expliqué ce que c'était, ce qu'on y faisait, tout ça. Et non, ils me font confiance, donc il n'y a pas de raison. Donc, non, c'est bon. Du coup, tu es quand même un peu sensibilisé vis-à-vis de la drogue. Enfin, tu vois un Oui, petit peu... alors, en fait, justement, ce qui est bien, c'est que souvent, les organisateurs essaient donc il y a des associations comme Technoplus qui viennent sur le lieu de la free party. Et donc ça va être des organisations en fait qui vont pas être dans la répression de la drogue, mais plus dans l'accompagnement. Donc ils vont faire des petits flyers ou des trucs qui expliquent comment bien prendre tes drogues, comment vraiment pour éviter les accidents, quoi, parce que ça arrive. Et comment tu finances le matériel, les événements aussi? Parce que du coup c'est quand même... Ouais. Alors oui, donc faut fait. savoir que c'est des événements gratuits, on demande juste une petite donation, donc après la donation c'est comme on veut, on peut donner 50 centimes comme 10 euros. Mais non, alors nous on est 2 à être en alternance, donc on a quand même un petit salaire, après le troisième non. Mais ça vient de nous, hein, c'est notre argent de poche. Voilà. Et du coup, justement, le sound system, quand vous l'avez lancé, vous avez dû tout acheter de votre poche? Ou alors vous avez eu peut-être des aides extérieures, un Ulule, pourquoi pas? Non, on a tout financé de notre poche. Les parents d'un ami à moi nous ont aidés pour vraiment commencer, mais on leur a remboursé, bien sûr. Mais non, sinon, tout vient de nous. Tout vient de nous. Puis, ouais, non, ça coûte très cher, tout ce qui est matériel, l'essence pour le générateur, pour le camion. Non, vraiment, tout coûte très très cher. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le vouloir et aimer ça, parce que sinon, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut passer professionnel dans ce milieu-là? Alors non, c'est pas... C'est compliqué. Non, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que justement, puisque c'est illégal, on peut pas devenir professionnel, à part si on commence à organiser des rave parties donc légales. Là oui, on peut devenir professionnel, mais ça sera plus des free parties, Ouais. ça sera des rave parties. Voilà. En France, le mouvement techno prend de l'ampleur. Océane Viala a rencontré le sound system Hématome. A tout de suite. Samedi 18 mars dernier, les teufeurs de toute la France organisaient leur manifestive. Près de 200 collectifs défilaient dans 7 grandes villes de France contre la répression du gouvernement et les saisies de matériel menées par la police et la gendarmerie. Quelques jours après cet événement, le sound system Hématome nous a invités à assister à une de leurs réunions en plein préparatif d'un nouvel événement. Évidemment, c'est plus qu'une passion, c'est limite un travail à mi-temps des fois. C'est ne serait-ce que pour trouver des terrains pour pouvoir faire la fête, c'est des heures et des heures à chercher dans la campagne. Le matériel, là je vais te dire à peu près grosso modo, on en a pour 10 000 € de matériel, donc forcément c'est un coût, surtout quand on a 20 ans. Alors moi je vais te donner mon point de vue à moi, je pense que si on a fait ça aujourd'hui, c'est aussi pour véhiculer essayer de vivre un peu en dehors du grand capital, essayer de se prouver à soi qu'on n'a pas besoin de ce que la société nous offre et partager des valeurs qui sont un peu plus véritables, la solidarité, l'amour, le partage, l'entraide, l'autogestion, des choses basiques comme ça, mais qui au final te changent, t'évolues. Moi, assis à 5 ans de ça, j'étais pas la même personne. J'ai appris à devenir une autre personne à travers ces valeurs-là. Et aujourd'hui, j'en suis tellement heureux dans une simplicité, quoi.
la teuf est souvent associée au chaos et à la drogue. Damien a donc tenu à nous expliquer son positionnement par rapport à ces questions. Ouais, il y a de la drogue, c'est vrai. Concrètement, il y a de la drogue. Moi, c'est pas quelque chose que j'approuve, au contraire. Nous, on fait des messages de prévention. On n'est pas pour la drogue, on n'est pas pour le bordel ou quoi que ce soit. Nous, on veut que ça se passe dans le respect de chacun. C'est pas normal qu'un riverain soit emmerdé parce que nous, on fait la fête. La drogue, elle sera toujours là, mais l'esprit drogue, c'est encore une autre chose. Être un drogué, c'est encore une autre chose. Et la drogue, il y en a partout, hein. C'est un truc universel à la société. Faut juste que... Je pense que c'est un phénomène de société et je pense qu'il faut que chaque personne un peu s'informe réellement, soit réellement au courant de ce qui se passe, quoi. Il n'y aurait pas tous ces préjugés-là si tout le monde venait prendre le temps de discuter avec nous, de voir comment on essaie de faire les choses pour que tout se passe bien sans déranger qui que ce soit. C'est vraiment une histoire de respect à chacun. On n'est pas là pour emmerder qui que ce soit. Même si on a des choses à prouver quand même, on n'est pas là pour emmerder qui que ce soit. 2 semaines après la manif estive, le festival de l'engagement sur la place de la République a permis à la Free Party de reprendre place au sein de la capitale, en toute légalité. J'ai permis à la Free Party de s'exprimer dans un nouvel espace. Je ne suis pas dans l'illégalité. Je suis dans un cadre légal, mais celui d'une manifestation revendicative. J'ai une démarche qui est politique. À partir de ce moment-là, les pouvoirs publics doivent nous faire confiance. Depuis maintenant plus de 20 ans, les représentants du mouvement techno poussent ce cri de liberté et d'autonomie. Les événements parisiens sont de plus en plus fréquents, mais en attendant de se faire entendre, ils continuent à lutter par la fête au milieu de la nature. Clément, est-ce Oui. que pour vous aussi c'est un peu un mouvement de rébellion sociale de faire de la musique dans des endroits où c'est pas forcément autorisé? Comment dire Oui, c'est un peu montrer à l'État, tout ça, que, oui, on peut s'organiser tout seul, qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'on peut s'autogérer tout seul sans souci. Et oui, non, que ça peut très bien se passer sans qu'ils soient là à nous imposer certaines règles. Voilà. Et qu'est-ce que c'est les valeurs que ton sound system véhicule? Alors, mon sound system, ça va être un peu les valeurs de tous les sound systems et de la teuf en général. Ça va être le respect, le partage, la solidarité, le respect des autres, de la nature. Non, tout ça, oui. C'est ça que tu aimerais transmettre en fait à tes auditeurs? Oui. Eh bien, merci Clément Jarin d'être donc venu sur le plateau de 3S De rien. Musique. Quant à nous, on se retrouve donc juste après avec Julia Richard pour parler de jazz.
Merci Julia d'être venue sur notre plateau. Vous êtes amatrice de jazz. Oui. Vous avez sûrement entendu parler donc, de la mort de Didier Lockwood jeudi dernier. Peut-être sans trop savoir qui c'était, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et donc je vous propose tout de suite de faire un petit point sur sa vie, un sujet signé Ariane Fagnou et Mathilde Demini. Tapez dans les mains. Des sonorités aux allures de saxophone, un style éclectique et une grande implication dans l'éducation à la musique, Didier Lockwood était une figure du jazz français. Debussy. Oh. Considéré comme son fils spirituel par l'ancien accompagnateur de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Didier Lockwood avait partagé une dernière scène début février avec le grand batteur André Ceccarelli. Il était un grand représentant du jazz français à l'international, à travers une carrière rythmée par près de 4500 concerts et plus de 35 enregistrements. Né à Calais le 11 février 1956 dans une famille franco-écossaise, fils d'un professeur de musique, il avait débuté l'apprentissage du violon à l'âge de 7 ans et s'était intéressé très tôt à l'improvisation grâce à son frère aîné Francis, pianiste de jazz. À 17 ans, Didier Lockwood avait fait ses débuts au sein de Magma, groupe phare du rock progressif en France. Après avoir fêté ses 62 ans le 11 février et après un dernier concert auquel il avait participé samedi soir dernier, Didier Lockwood s'en est allé, emportant avec lui son violon et le souvenir d'un jazzman traversant toutes les époques. Quel était ton plus grand souvenir vis-à-vis de Didier Lockwood par rapport à sa musique, peut-être une émotion qui t'a... Alors c'est pas un grand souvenir en soi, mais il y a quelques mois, on a eu un intervenant dans ma classe qui s'appelle Eric Plaine. Et donc je connaissais de nom Monsieur Lockwood, mais j'avais vraiment pas écouté. Et quand il nous en a parlé, c'était pour nous dire qu'il avait eu la chance de l'avoir sonorisé. Donc du coup, il nous en a parlé. Et donc du coup, je me suis intéressée un peu à ce qu'il faisait. Et j'ai juste écouté très vite fait ce qu'il avait fait dans Magma. Et je me suis un peu intéressée à sa vie par rapport au fait que lui, il n'avait pas voulu faire le CNSM, par exemple. Mais qu'au lieu de faire ça... Est-ce que tu peux dire juste ce que c'est ? C'est le Conservatoire national supérieur de Paris. Il n'a pas voulu faire ça et à la place, il est rentré dans Magma pour faire de la musique. Avec la carrière qu'on connaît après. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc toi, tu es une passionnée de musique. Comment ça a commencé en fait ta relation avec la musique, le chant, tout ça ? Alors, comment ça a commencé ? C'était peut-être un artiste en particulier En fait, c'est depuis que je suis toute petite que je chante. Depuis que je suis toute petite. Mais vraiment... Quand t'as appris à parler, t'as appris à chanter en même temps. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, quand j'étais gamine, genre j'avais 2 ans, 3 ans, mes parents étaient horribles avec moi parce qu'ils me forçaient à apprendre des poèmes par cœur. C'est-à-dire que quand j'avais 3 ans, on me foutait sur une chaise dans les repas de famille un peu chiants. Là. On me foutait sur une chaise debout et on me disait vas-y récite ce poème-là. Du coup, j'étais obligée de le réciter. Et ça m'embêtait un peu de le réciter, du coup je le chantais. Mais voilà, j'ai toujours chanté en fait. Et t'avais un premier groupe peut-être que tu aimais particulièrement ? Peut-être que tu as commencé en chantant Ilona ? Alors, pourquoi pas ? Non, la première chanteuse, c'était vers mes 7-8 ans. C'était Edith Piaf. Très bon choix alors pour commencer. Je ne sais pas du tout d'où ça m'est venu. Je pense que j'ai dû l'écouter un jour et j'ai dû me dire waouh. Edith Piaf, j'écoute autre chose aujourd'hui, mais Edith Piaf, ça reste. C'est pas aussi honteux que nous, ça pourrait l'être, je pense. Genre Laurie ou Alizée, tu sais, ce genre bon, de bien trucs. évidemment, j'ai On a tous eu nos péchés, oui. Voilà. Mais... Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu écoutes ? Waouh, alors aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute plus du tout du Piaf, mais ça reste toujours number one. Mais sinon, j'écoute beaucoup de funk, de jazz fusion, de jazz, de pop, du truc qui groove, type Esperanza Spalding, type Snarky Puppy, Lala Hathaway, elle a chanté notamment avec Snarky Puppy. Il y en a tellement. J'adore aussi Barbra Streisand, j'adore Serge Gainsbourg, j'aime bien Rihanna, voilà, je n'ai pas honte de le dire, il y a des trucs que j'aime bien, quoi, qu'elle fait. Beyoncé aussi. En fait, un petit peu de tout, quoi. Et en jazz, du coup, il y a peut-être des personnages particuliers. Alors en jazz, il y a Shirley Parker.
John Coltrane, Miles Davis, et dans les chanteuses, il y a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Justement, Holiday. Ella Fitzgerald, dont tu voulais nous parler. Oui. Donc, Alors Ella Fitzgerald, je ne donc, connais pas vraiment bien sa vie, je ne sais pas trop où elle est née, ce qu'elle a vécu ni rien, mais je propose juste de montrer, Ouais, de faire écouter carrément, ouais. à nos téléspectateurs un petit peu sa musique. On vous a préparé une yes. petite musique de 30 secondes. C'est parti. And the cotton is high. Your daddy's rich, and your mom is good looking. Ça te fait d'entendre sa voix en fait? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Alors la première fois que je l'ai entendu, c'était justement sur Summertime, avec, comment il s'appelle, Louis Armstrong, donc un standard de jazz. J'ai adoré ce qu'elle a fait en duo avec Louis Armstrong, donc du coup je me suis intéressée à elle, et il y a beaucoup de reprises de standards de jazz qu'elle a fait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les standards de jazz. Pas du tout. Si tu veux nous éclairer. Les standards de jazz, c'est des chansons de jazz que tout musicien de jazz qui se respecte doit connaître. Pas tous, parce qu'il y en a vraiment énormément, mais doit en connaître un minimum. T'en as 2 ou 3 peut-être à nous... Stella by Starlight, All of Me, Summertime, ça fait partie des standards. Just Friends, il y en a plein. Il y en a Corcovado, enfin il y en a vraiment plein. Ouais, Quoi. Et en fait, c'est dans des recueils qui s'appellent les Real Books, qui ont été créés par des étudiants de la Berklee School aux États-Unis, une école de musique. Genre à 50 000 € l'année, genre le truc, si tu vas, c'est bon quoi. Une grande école quoi. Ça devrait être assez. C'est ça. Ouais, non, faut être passionné, mais voilà. Et donc aujourd'hui, le jazz n'est pas mort et il cesse d'évoluer. Et pour présenter un peu le jazz fusion dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait parler de Snarky Puppy? C'était un des groupes que tu avais choisi aussi. Yes, ouais. Alors en fait, Snarky Puppy, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, grâce au batteur de mon groupe, qui m'a fait connaître. Je connaissais pas du tout avant. Et c'est par Snarky Puppy que j'ai appris à apprécier justement le groove et le jazz. Le jazz fusion. Exactement, le jazz fusion. Du coup, pour faire écouter un petit peu Yes. aux spectateurs, je propose de regarder un morceau de 30 secondes de Snarky Puppy. Snarky Puppy, c'est un groupe américain formé à Denton, au Texas, en 2004. Comment est-ce que tu pourrais nous décrire, mettre des mots en fait sur cette musique qui est quand même assez péchue, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est assez difficile. Hein. Déjà, on peut citer le nom de Michael League, le bassiste de Snarky Puppy. Qui on va dire qu'ils sont plusieurs. Il y a Corey Henry, il y a d'autres, je connais pas leur nom malheureusement, mais qui est un des précurseurs de la création du groupe. Michael League, ouais, il est bon. Et justement, ça donne quel esprit, le fait qu'ils soient nombreux comme ça et qui se lancent ensemble? Ça a peut-être un esprit de liberté, enfin, vu que le jazz aussi c'est quelque chose d'engagé, peut-être qu'il y a un côté d'engagement. C'est déjà plus rempli. Parce que quand on repense au quartet de jazz de base, on voit le piano, on voit la batterie, avec juste kick, 2 petits tomes, caisse claire, cymbales, et on pense à la guitare ou à la voix. C'est très petit, c'est souvent 4 personnes, un quartet, voire 3. En revanche, là, dans le jazz fusion, et quand on prend l'exemple de Snarky Puppy, il va y avoir ça, plus des guitares, plusieurs, des vents,
Donc du coup, en fait, ça va donner une certaine consistance à la musique et ça va permettre aux musiciens, à mon sens, hein, après c'est complètement subjectif, d'aller beaucoup plus loin en fait dans la musique et de pouvoir développer en fait ça, l'aspect jazz en fait de la musique, parce que le jazz c'est pas seulement quelque chose de chiant. Moi, avant de connaître le jazz, je pensais que c'était chiant. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est jamais pareil en fait le jazz. Est-ce qu'on peut parler d'évolution du jazz? Est-ce que c'est un peu le jazz du 21e siècle? Ah mais complètement. Et, ils font beaucoup, si j'ai bien compris, les albums sont enregistrés à chaque fois en live. Donc du coup, ils laissent beaucoup de place à l'imprévu. Qu'est-ce que ça apporte en fait au groupe, à la musique? Ça faudra leur demander à eux. Mais, mais à mon sens, tout simplement une certaine spontanéité. Voilà, quand on enregistre en studio, et je suis bien placée pour le savoir, vu que je fais des études en son, voilà, on refait les prises plusieurs fois, et on a ce côté un peu perfectionniste quand on est en studio, c'est-à-dire on fait la prise guitare, il y a eu un pain, on va recommencer, parce que c'est pas propre. Là, il faut un pain, tant pis, c'est dans la musique, c'est dans le game. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des chefs-d'œuvre. Lingus, là, l'extrait que vous avez passé, c'est une musique qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Okay. Il y a un solo dedans de Corey Henry, le claviériste, qui est juste incroyable. C'est de l'impro. Et tu pourrais faire ça, toi? Faire quoi? La même chose, faire des enregistrements en live. Te lancer dans l'impro. Carrément, ouais. Mais j'adore le live, je déteste le studio. Qu'est-ce que t'aimes pas dans le studio? Tout, en fait, je m'embête, pour être poli, parce que déjà en live, quand on est devant des gens, on chante pour des gens, on joue pour des gens, alors que quand on est en studio, ça va être pour l'album, pour le CD, pour qu'après ils l'écoutent. Et souvent, un CD, c'est médiocre par rapport à ce qu'on doit faire en live. Moi, j'aime pas. Il faut le faire, parce que sinon, comment est-ce qu'on se vend? Mis à part les lives, il n'y a pas tout le monde qui peut venir voir les lives. Il y a plus de gens qui écoutent avec leur casque. Voilà, c'est plus facile en plus pour se vendre. Mais le studio, c'est chiant parce que c'est trop propre. Voilà, c'est pas assez spontané, quoi. Oui, pardon. Pas de souci. Est-ce que c'est autant engagé le jazz fusion que le jazz de base? Le mouvement de base du jazz, c'était quand même quelque chose d'assez politique. Est-ce que c'est pareil avec le jazz fusion ou pas du tout? Comment ça? Engagé? Comment ça? C'était quand même les populations plutôt... la classe populaire. C'était la classe populaire un peu qui faisait du jazz à la base et c'était un peu une... Comment expliquer ça? J'arrive pas à trouver mes mots. C'était peut-être un porte-étendard de certaines revendications. Est-ce que du coup le jazz d'aujourd'hui est tout aussi engagé ou pas? En fait, moi je pars du principe que de toute façon, quand on fait de la musique, c'est qu'on est engagé et qu'on veut délivrer un message. On fait pas de la musique comme quand on va se faire un sandwich, quoi. D'accord. Voilà. Moi je pars de ce principe-là, quoi. C'est qu'il y a quelque chose à faire passer. Quand on fait de la musique, quand on fait de la musique, message plus, oui, voilà. Qu'on fasse du jazz fusion, du hip-hop, du rap, du classique, tous les styles musicaux sont engagés, à mon sens. Et je propose maintenant qu'on qu'on aille découvrir une troisième artiste, une chanteuse de 33 ans qui est issue de la classe populaire américaine. Il s'agit d'Esperanza Spalding et elle n'est pas tout à fait dans le même style de jazz que le jazz fusion. C'est un petit peu plus groove. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-pat? And that happy tune in your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. Alors, quand on regarde la vie d'Esperanza, on observe qu'elle a un destin assez atypique, c'est-à-dire qu'elle est issue de la classe populaire. Puis on a vu qu'au fur et à mesure des années, elle s'est fait un nom jusqu'à chanter 3 fois devant Barack Obama seulement à ses 25 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le rêve américain, mais version jazz, sa vie? Non, on a chacun nos rêves. Moi, je n'ai pas les mêmes rêves qu'elle et vous n'avez pas les mêmes rêves que moi. Donc, le rêve américain, je pense que ça n'existe plus. C'est quelque chose dont on parlait dans le passé. Ouais. Mais c'est fini, ça. Enfin, à mon sens, hein. Oui.
c'est fini pour moi. Et, on peut voir que c'est aussi une contrebassiste, en plus d'être chanteuse, Oui. mais avant elle a fait plein d'instruments, Oui. elle a fait du piano, elle a fait de la flûte, du hautbois. En fait, elle a commencé avec le violoncelle. Avec le violoncelle. Voilà, exactement. Et en fait, la contrebasse, c'est quand même un instrument qui est assez typique du jazz. Et le fait de voir que c'est un petit peu ce qui lui a permis de percer dans le jazz, pourquoi en fait la contrebasse, c'est aussi important dans le jazz? Peut-être une certaine sonorité, pourquoi pas? L'extrait qu'on vient de voir là, c'était un standard de jazz qui s'appelle On the Sunny Side of the Street. Vous faites la même chose avec une basse, ça ne sera pas la même chose. Au niveau des sonorités, ça ne sonnera pas pareil. C'est-à-dire là, c'est plus grave, peut-être? Non, c'est pas plus grave, c'est juste qu'une contrebasse, c'est du bois déjà. Ça change énormément de choses. Et puis il y a un coffre énorme. Après, moi, je suis pas contrebassiste. Je suis pas bassiste non plus. Je suis juste chanteuse, vocaliste, c'est tout. Mais à mon sens, ça pourrait être tout aussi bien à la contrebasse et à la basse. Ce sera juste différent. On prend une chanson, si c'est une voix grave qui la chante ou une voix plus féminine qui va la chanter, il n'y en a pas un qui va être meilleur que l'autre, ça va être différent. En fait, l'art est subjectif, la musique est subjective. Donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question étant donné que ça dépend de son ressenti, de son propre ressenti. Et c'est ça qui est génial avec le jazz et avec la musique en général, c'est qu'on a chacun notre avis en fait. C'est pas 1 + 1 = 2, c'est complètement subjectif, c'est libre en fait. Du coup, ça peut vraiment donner un peu un esprit de rêve à la personne qui écoute, ça permet de... Ah non, moi j'estime que la musique, il n'y a rien de plus réaliste que la musique justement. Il n'y a rien de plus ancré... dans ce monde que la musique, voilà. Merci Julia d'avoir été avec nous. De rien. Donc on va accueillir bientôt les 2 derniers invités de cette émission. Après une courte page de pub, à tout de suite. À tout de suite. Toujours sur 3IS Musique, pour la dernière partie de notre émission, nous accueillons donc Caroline Bio et Chris, le batteur donc de Caroline. Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas encore donc, ce jeune groupe, on va faire une petite séance de rattrapage avec une petite vidéo. En CM de mamie, je te l'ai déjà dit. Caroline Bio a 17 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa voix fait l'unanimité. Avec un style de variété folk et une voix douce, la jeune artiste a pu enregistrer son premier album en juin dernier grâce à une campagne Ulule atteint à hauteur de 2155 €. Une voix qui a touché 12 000 personnes sur la vidéo YouTube de sa première composition et qui fera la première partie de Pomme en mars le prochain. Donc vous serez en première partie de Pomme le 10 mars prochain. Tout à fait. Bien ça. Est-ce que vous préparez différemment ce concert ? Un petit peu, dans le sens où on a enlevé quelques anciennes compos pour en mettre des nouvelles, voilà, qu'on laissera découvrir au public à ce moment-là. Et depuis que vous êtes à l'affiche de Pomme, est-ce que vous avez ressenti peut-être une certaine augmentation de notoriété peut-être Pas forcément, j'attends plus le après en fait, je pense. D'accord. Tu as commencé la musique à 10 ans seulement, tu faisais du piano, c'est ça ?
Oui, j'ai fait 2 ans de piano. Voilà. Après, j'ai arrêté parce que le solfège, j'avais un peu de mal à gérer ça. C'était pas trop mon truc. Bon, même si je me doute bien que ça m'aurait pas mal aidé maintenant pour différents instruments. Mais j'ai arrêté, effectivement. J'en ai fait que 2 ans. Et Chris, toi, tu as commencé du coup quand la batterie? Pareil, il y a 10 ans? Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans à peu près. Voilà, en suivant des cours avec un super prof, Marc Gutowski à Rambouillet, que je recommande à tout le monde parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, pourquoi la batterie? Tu voulais pas faire la guitare pour être un petit peu le dragueur à la plage Non, moi j'ai commencé comme Caroline au piano. J'avais pas d'attrait particulier pour cet instrument. Donc j'en ai fait 2 ans, je pensais arrêter. Puis je dirais que la batterie m'a trouvé plus que moi. Enfin, ça s'est imposé en fait, c'était une évidence. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, par hasard. D'accord. Caroline, oui. Ta première réelle expérience de scène, c'était en tant que choriste devant 800 personnes. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là? Alors au début j'étais très mal, j'étais tellement stressée que j'ai fait un malaise avant d'aller sur scène, mais après bon voilà, j'avais 14 ans, c'était la première fois que je montais sur scène et c'était vraiment, comment dire, en fait j'ai un gros trou noir, si je regarde pas la vidéo je me souviens même plus de ce qui s'est passé en fait, tellement que j'étais dedans et je sais juste que ouais, quand j'ai commencé à chanter, les gens ont commencé à taper dans les mains pour taper en rythme et tout ça et je me suis dit en fait je vais plus arrêter d'être sur scène en fait, voilà. Est-ce que c'est difficile du coup de trouver des concerts au fur et à mesure du temps? Parce que vous avez l'envie En fait, c'est vrai qu'on a assez de chance parce qu'il y a pas mal de gens qui nous contactent eux-mêmes. En fait, on n'a jamais vraiment fait des recherches par nous-mêmes. Est-ce qu'on peut jouer chez vous, etc. C'est assez venu naturellement. On a assez de chance là-dessus parce que je sais que c'est pas facile tout le temps. Et voilà, moi là, j'ai fait une pause de quelques mois pour mes études. Donc, du coup, on n'a pas joué depuis le mois de novembre. Mais là, on va repartir. Du coup, on nous a proposé cette date et ça nous fait très plaisir. Vous avez un petit peu le stress qui remonte, j'imagine, après quelques mois sans faire de scène. Ouais, toujours, ouais, le stress qui remonte. Après, c'est surtout le stress des nouvelles compos. On se dit, j'espère que ça va plaire, que le style plaît toujours et que les gens vont pas voir trop de différence de style entre les anciennes, les nouvelles. Voilà. Chris, si tu pouvais donner un défaut et une qualité de Caroline, qu'est-ce que ce serait? Là, le défaut, vous me prenez en défaut. C'est le cas de dire. Si, elle est tout le temps malade. Voilà, ça c'est son défaut. Et sa principale qualité, je dirais sa sensibilité. À fleur de peau, carrément. À fleur de peau. Et vous êtes rencontrés comment? À quel moment vous avez commencé à faire de la musique ensemble? Alors en fait, on se connaissait déjà un peu avant de jouer ensemble. Parce qu'on fréquente encore la MJC de Rambouillet. Et moi j'ai intégré le groupe suite au départ de son ancien batteur qui m'a proposé en fait de rejoindre le groupe. Donc j'ai accepté parce que j'avais rien de mieux à faire à ce moment-là et ça m'a bien plu. Comment on fait pour se faire connaître en fait maintenant? Parce que c'est quand même c'est compliqué. Enfin... c'est vrai qu'on a une page sur Facebook, du coup les réseaux sociaux ça aide pas mal niveau visuel d'être connu, de passer des messages pour dire qu'on va jouer à tel endroit. Voilà, les gens partagent et de bouche à oreille comme ça, ça nous permet d'avoir du public qui vient nous voir quoi. Mais après, je sais pas trop en fait. Moi c'est vrai que mes vidéos ont fait en sorte que j'ai eu pas mal de public d'un coup. Après, il faut que ça vienne petit à petit et je vais pas avoir encore 300 personnes d'un coup. Ça se cultive, on va dire. Et votre album, du coup, Consolation éphémère, est sorti il y a maintenant 1 an. Oui. Non, pas 1 an, tout à fait. En mois de septembre. Bientôt 1 an. Septembre. Il est sorti grâce au don participatif. Oui. Comment ça s'est passé en fait? Déjà, comment l'album est né et comment vous avez... Alors en fait, j'avais toujours eu cette petite idée dans la tête de juste tout bêtement concrétiser un peu le travail que j'avais fait sur mes chansons, enfin voilà, pour avoir un petit souvenir quoi. Et en fait, on a eu un nouveau régisseur à la MJC qui s'appelle David et il m'a entendu chanter lors d'une répète et il a dit vous, j'ai envie de vous enregistrer. Il s'avérait qu'en fait il était proprio d'un magasin qui faisait aussi studio à Villepreux, Records. Et du coup, il nous a dit, voilà, vous ne serez pas enregistré par quelqu'un d'autre, je veux vous enregistrer. Donc il nous a fait un petit prix et puis du coup, on a fait ce Ulule.
pour que les gens puissent nous aider, parce qu'on n'avait pas les moyens tous de financer ça, c'était quand même pas rien. Et grâce aux dons des gens, que je remercie encore, on a pu réaliser cet album. Justement, comment on va chercher un petit peu des dons sur Internet? Pareil, en fait, on partage à la famille, aux amis, qui vont partager eux-mêmes à leur famille, à leurs amis, et comme ça, en fait, ça regroupe de plus en plus de monde au fur et à mesure. Et c'est comme ça que naissent les dons. Et bien nous aussi, on a besoin d'argent, alors du coup, on va vous mettre une dernière petite pub le temps que donc, nos collègues artistes s'installent sur la scène. Et donc, on se retrouve juste après la petite pub. Retour plateau. C'est l'histoire d'une femme qui est heureuse dans la vie. Un métier, des enfants, la musique, les amis. C'est une tête blonde et son mental est d'acier. Tout comme le sont ses petits bras tatoués. Mieux vaut pas essayer de la faire retomber, car depuis son enfance elle a cessé de s'entraîner à esquiver des coups qui auraient dû la battre un jour, à relever de vie face au malheur qui l'entoure. Si j'écris cette chanson, c'est parce qu'elle n'a qu'un seul regret, et c'est au bout du fil qu'elle m'a confié ce beau secret. À l'aube de ses 40 ans, elle n'en a jamais vu. Traînée lumineuse dans le ciel, elle n'a qu'un aperçu. Combat du soleil et de la terre, sur écran géant, c'est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Pendant des siècles, les gens en avaient peur, mais aujourd'hui ils en sont admirateurs. Le vent solaire de son souffle brûlant réchauffe le ciel des pôles quand l'hiver est glaçant, et de leurs grands coups de pinceau lumineux, les aurores boréales illuminent les cieux. Dans 15 nuits étoilées, un an de plus sera compté. Peut-être un homme sera près d'elle, elle ne va pas tout rater.
mots qui la feront rire. Combat du soleil et de la terre sur écran géant, c'est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Pendant des siècles, les gens en avaient peur, mais aujourd'hui ils en sont admirateurs. Le vent solaire de son souffle brûlant réchauffe le ciel des pôles quand l'hiver est glaçant, et de leurs grands coups de pinceau lumineux, les aurores boréales illuminent les cieux. Combat du soleil et de la terre sur écran géant, c'est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Pendant des siècles, les gens en avaient peur, mais aujourd'hui ils en sont admirateurs. Le vent solaire de son souffle brûlant réchauffe le ciel des pôles quand l'hiver est glaçant, et de leurs grands coups de pinceau lumineux, les aurores boréales illuminent les cieux. Merci Caroline Journeau d'avoir joué Aurore boréale, issue de votre album Constellation éphémère. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission Journée portes ouvertes. Bonne soirée.